Borne. Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Vous êtes député de La République En Marche des Yvelines. Je ne sais pas si c'est la petite phrase qui vous a, vous aussi, le plus marqué hier lors de la passation de pouvoir, mais Elisabeth Borne a évoqué les petites filles qui ont peut-être effectivement vu hier pour la première fois une femme, puisque la dernière fois c'était il y a longtemps, une femme à Matignon. Regardez. Je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Vous avez été touché par ces mots? C'est vrai que ça fait 30 ans qu'une femme n'avait pas été nommée, donc ça ne devrait plus être un événement. Et j'espère qu'après la nomination d'Elisabeth Borne, d'autres femmes pourront suivre, et donc que ce ne sera plus ça qui sera d'abord commenté. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui c'en est un. Et donc l'idée qu'il y avait en permanence un plafond de verre pour les femmes, et notamment pour les femmes dans la vie politique, on l'a progressivement crevé à l'Assemblée nationale. On a des gouvernements qui maintenant sont systématiquement paritaires. Mais maintenant on a aussi une première ministre, et puis qui assume aussi ce terme, ce qui n'avait pas pu être assumé à l'époque par Édith Cresson, je pense, parce que justement elle était la première et qu'il valait mieux dire premier. Oui, d'ailleurs ce matin Éric Zemmour a dit sur RTL, il trouve ça moche. Il va devoir s'y habituer, puisque la langue française le permet, l'Académie le permet, et elle sera appelée Première ministre. Que dit-on de cette nomination? Je parle des observateurs, après on parlera de la classe politique et de l'opposition. Que c'est une techno, je pense que c'est vraiment un compliment, et qu'elle ne fera pas d'ombre au président de la République. Êtes-vous d'accord avec ces... Je ne sais pas si c'est lié d'ailleurs à la première remarque sur le fait que c'est une femme, de dire que forcément elle ne ferait pas d'ombre. On l'a dit pour Jean Castex aussi. C'est pas faux. Mais ce qui est important, c'est qu'on vient presque à s'étonner maintenant d'avoir des premiers ou premières ministres qui soient en accord avec le président de la République. Peut-être parce que pendant longtemps, on s'est habitué à avoir des quinquennats où même si c'était la même majorité, on avait des relations qui pouvaient être tendues entre un président de la République et son Premier ministre. Édouard Philippe ou Jean Castex n'ont pas été des simples collaborateurs du président de la République. Ils ont été des premiers ministres, ils ont été dirigeants de la majorité, du gouvernement. Mais oui, ils étaient heureusement en accord avec le président de la République. Et je trouve que c'est plutôt rassurant de se dire qu'il y a un alignement dans la manière avec laquelle le président préside, le Premier ministre gouverne et dirige la majorité. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Après, que ce soit une technocrate, elle a un parcours méritocratique déjà. Peut-être que les Français découvrent. Je pense qu'ils n'étaient pas tout à fait au courant qu'elle a été pupille de la nation, qu'elle est devenue polytechnicienne avec une bourse, tout simplement. Donc c'est aussi ça. C'est un exemple de méritocratie. Oui, mais ça fait du bien aussi, je pense, de dire ça. C'est-à-dire au-delà du fait qu'encore une fois, c'est une femme qui est beaucoup commentée. C'est aussi ce parcours méritocratique qui fait qu'à un moment, en France, quand on est pupille de la nation, quand on est boursier, on peut être polytechnicienne, on peut devenir préfet, on peut devenir patronne de la RATP, on peut devenir ministre et on peut devenir première ministre. Après, est-ce que technocrate, ça veut dire qu'à un moment, elle a en effet des compétences particulières? Oui, elle a en effet été préfète, elle a en effet été plusieurs fois ministre. Je crois qu'elle a un très beau CV républicain, tout simplement. Alors, l'opposition maintenant. Éric Zemmour dit au secours, elle est de gauche. Jean-Luc Mélenchon dit au secours, elle est de droite. Regardez. Sa nomination commence dès les premiers instants par une sorte de tentative de tromperie. Madame Borne serait une femme de gauche. Alors peut-être qu'elle peut le penser, mais nous ne lui accordons pas ce label. Emmanuel Macron nomme une fois de plus une Premier ministre technocrate. Ce que je constate, c'est que c'est une femme de gauche. C'est une femme qui a fait ses classes à gauche, de Lionel Jospin à François Hollande. Manifestement, Emmanuel Macron nomme un Premier ministre de gauche. Ça c'est un signe. C'est l'année de la gauche qu'on croyait morte. Alors, de gauche ou de droite? Peut-être que c'est le en même temps. C'est-à-dire si pour certains elle est de gauche et pour d'autres elle est de droite, peut-être que c'est justement parce qu'elle incarne un projet politique qui est le nôtre et qui est peut-être ni de gauche ni de droite ou et de gauche et de droite. C'est ça qu'on essaye d'incarner depuis la création d'En Marche en 2016 et l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron depuis 2017. C'est ça l'enjeu. Donc est-ce qu'il faut définir toujours les gens par rapport à leur origine politique? Elle est officiellement membre de Territoire de Progrès, qui est plutôt l'aile gauche de la majorité. Bon, ça c'est un fait. C'est un fait, elle l'assume, elle le revendique et elle a bien
bien raison à un moment d'assumer aussi les valeurs qui sont les siennes. Et elle a porté des réformes qui sont des réformes très emblématiques du quinquennat précédent. La réforme de la SNCF qu'on disait impossible, la réforme de l'assurance chômage qui était, elle, plutôt classée comme une réforme dite de droite. Donc voilà, je crois qu'elle a su faire la démonstration, surtout qu'elle pouvait réformer. Et c'est ça qui est attendu pour les 5 prochaines années, c'est qu'on ait quelqu'un qui ait l'autorité nécessaire et suffisante pour à la fois dialoguer, mais aussi continuer à réformer. Quelles doivent être justement les premières réformes, selon vous? Est-ce qu'il faut tout de suite les engager, avant même les législatives? Ce qui a été dit par le président de la République, c'est que la première ministre sera aussi celle qui pilotera la planification écologique. Et elle a été ministre en charge justement de ce sujet. Donc elle sait aussi les difficultés de tenir bon sur des arbitrages entre les différents ministères au bénéfice justement de la transition énergétique et écologique. Donc je crois que ça, c'est un atout considérable parce que justement, elle a été au cœur de ce dispositif de l'État et de ce dispositif gouvernemental. Donc c'est ça la première chose qui doit pouvoir être engagée parce que c'est aussi cet axe-là qui a été choisi pour la première ministre. Et puis ensuite, il y a évidemment les législatives des 12 et 19 juin. Et c'est à partir du moment où nous aurons une majorité, parce que je crois que nous aurons une majorité, qu'évidemment, on pourra engager toutes les réformes. Aurore Bergé, vous avez votre portable sur vous? Non, je ne l'ai pas sur moi quand je suis complète. Non, mais il me semble que dans... Quelqu'un l'ait appelé pendant qu'elle était sur le... non, mais... Écoutez, j'ai peut-être coupé l'appel de Mèche. C'est comme ça que ça se passe. On reçoit un appel, on est une députée en vue, on peut se retrouver à un moment ou à un autre dans une liste pour entrer au gouvernement. Ça se passe comme ça, Philippe Corbet. Oui, enfin pour ceux qui ont vécu ça ou qui même parfois sont devenus ministres, c'est surtout l'attente devant le téléphone dont ils se souviennent. C'est pour ça. Et parfois, ce n'est que l'annonce par le secrétaire général de l'Élysée, quand ils entendent leur nom, qu'ils comprennent qu'ils sont vraiment ministres. Ah, c'est vrai, ça. Tout le monde, ça, il le confirme jusqu'au bout. Ouais. Ils le confirment quasiment tous. Bon, vous n'avez pas d'informations particulières à nous révéler ce matin. De toute façon, je m'en doutais. Restez avec nous, Aurore Bergé, parce que je suis sûr que ça va vous intéresser. Philippe Corbet peut nous raconter comment s'est passée cette nomination de Madame Borne. C'est fou parce que c'est un peu le même scénario d'ailleurs. C'est-à-dire que il y a une sorte de silence radio assez long pour elle après avoir rencontré le président, je crois. Il y a un paradoxe assez étrange, c'est que depuis plusieurs mois, son nom était évoqué comme possible Premier ministre. Et avant le premier tour, c'était, je dirais pas la favorite, mais en tout cas le nom qu'on entendait le plus, au point qu'il y avait cette expression très étrange qu'on a beaucoup entendue, notamment dans l'entre-deux-tours, où supposément elle cocherait le plus de cases, qui est une expression un peu curieuse. Et c'est pour ça que d'ailleurs que quand on a invité Madame Borne le soir du premier tour sur BFM TV, dans l'entre-deux-tours, un matin à 8h30, le soir du second tour, nous lui avons parlé de l'hypothèse de Matignon et qu'elle esquivait, mais elle savait très bien que le sujet était posé. 3 jours après la réélection d'Emmanuel Macron, vous savez, il y a un conseil des ministres et tous les ministres sont invités et elle n'arrive pas avec les autres ministres. Or plutôt, elle est déjà à l'Élysée. Elle a à ce moment-là une rencontre avec le secrétaire général de l'Élysée et le président. Et selon plusieurs sources, ensuite, elle n'a pas de contact particulier autour de son avenir jusqu'à ces derniers jours. Et au point que d'autres ministres avaient considéré que comme elle n'avait pas été à nouveau sollicitée, probablement ce ne serait pas elle. Et finalement, regardez, ça s'est joué ce week-end entre elle et peut-être Catherine Vautrin. Et au bout du compte, c'est celle dont on avait le plus parlé qui est nommée Premier ministre. La surprise, c'est qu'il n'y ait pas de surprise finalement. Oui, c'est ça. Le gouvernement, ça va prendre quelques jours ou ça peut aller vite? Enfin, qu'est-ce qu'on nous dit? Que ça n'ira pas très vite. Enfin, en tout cas, ça ne sera pas dans la journée. Ça pourrait être peut-être demain ou jeudi. Il faut pas exclure l'hypothèse que ça traîne jusqu'à vendredi. C'est compliqué de monter un gouvernement parce que il faut choisir les bonnes personnes aux bons endroits. Il faut aussi, au-delà des telle personne à tel poste, reconfigurer la structure gouvernementale. C'est-à-dire que là, par exemple, on sait qu'il va y avoir une première ministre chargée de la planification écologique, avec 2 ministres chargés de la transition énergétique et la transition écologique dans les territoires. Tout ça, c'est une nouvelle articulation. Et puis, il faut de la parité, il faut un équilibre des régions, il faut un équilibre politique, des gens qui viennent plutôt de l'aile droite de la majorité, d'autres de l'aile gauche. Enfin, tout ça, c'est très compliqué. Le gouvernement resserré comme d'habitude. Je pense qu'on peut, sans trop s'engager, il y aura moins de ministres là dans quelques jours qu'il n'y en avait jusqu'à l'élection présidentielle, parce que avant les législatives, tous les postes ne seront pas occupés, ou plutôt après les législatives, des secrétaires d'État supplémentaires seront nommés. Donc il y aura probablement moins de ministres dans un premier temps que les 40 qu'il y avait au gouvernement. Madame Borne, elle sera bien candidate aux législatives. Oui, elle est candidate dans le Calvados. C'est la première fois qu'elle est candidate et elle sera candidate. C'est pas exceptionnel des premiers ministres qui ont été candidats aux législatives. Mais si ça se passe mal. Mais alors,
Pour faire assez simple, dans les circonstances politiques de sa circonscription, si elle n'arrive pas à être élue dans cette circonscription-là, c'est qu'elle n'a pas l'expérience ou le sens politique pour être à Matignon. Franchement. Parce que vous voulez dire qu'Emmanuel Macron a réalisé un énorme score à la présidentielle, c'est non, ça? pas forcément à la présidentielle, puisque Marine Le Pen n'a pas fait un mauvais score au second tour de cette circonscription. Mais pour perdre cette circonscription, quand on est Premier ministre, il faudrait vraiment multiplier les déclarations hasardeuses. Aurore Bergé, vous êtes candidate à votre succession? Oui, tout à fait. Dans les Yvelines? Dans les Yvelines, et puis je trouve ça bien aussi justement que le combat des législatives soit mené par celle qui est la chef du gouvernement. Je trouve que c'est aussi un signal important, puisqu'elle deviendra demain, je l'espère, chef de la majorité. Donc le fait qu'elle mène elle-même ce combat-là, c'est son premier combat législatif, je crois que c'est un symbole qui est important. Vous avez entendu Édith Cresson, hier, c'était vraiment très intéressant de réentendre cette femme qui a été en effet Premier ministre, puisqu'à l'époque c'est le terme qu'on utilisait, expliquer ce qu'elle avait subi, l'horreur au fond de son passage à Matignon. Tout ça, c'est vraiment fini? Ce qui est intéressant sur Édith Cresson, c'est surtout qu'on redécouvre la manière avec laquelle elle l'a vécu, parce que on a un peu grandi avec l'image d'Épinal de quelqu'un qui avait été une catastrophe ministérielle, pour laquelle ça s'était extraordinairement mal passé, etc. Puis on redécouvre les déclarations qui étaient prononcées à l'époque et qui seraient inacceptables aujourd'hui. Comparé à la Pompadour, par exemple, c'est quand même assez invraisemblable. Un parlementaire qui se permet ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, intrigante, maîtresse, c'est ça qui est sous-entendu très directement pour celle qui était Premier ministre. Et il y en a eu bien d'autres, y compris que les agriculteurs. Enfin bref, il y a plein malheureusement d'anecdotes. Je ne sais pas si ça a complètement disparu. Je pense qu'on est aujourd'hui trop nombreuses pour que ça puisse exister. C'est vrai, la classe politique était extrêmement machiste, la presse était extrêmement machiste. Il y avait des titres, je crois qu'il y a un journal qui avait titré Matignonne le lendemain de sa nomination, ce qui est une sorte de vulgarité. Le Bébête Show, il la décrivait tout et sort en panthère lascive. C'était horrible. Et en même temps, il faudrait pas en faire une sorte de sainte qui aurait été sacrifiée sur l'autel de la politique. Par ailleurs, elle a eu non seulement des déclarations, mais elle n'a pas été très habile politiquement quand elle était à Matignon. Le parti était contre elle. Il y avait des ministres importants comme Bérégois qui certes étaient machistes, mais malgré tout, elle n'a pas su gérer politiquement non plus la situation. Enfin, tout n'est pas à mettre sur le dos du machisme. Il y avait aussi des propos et des propositions hasardeuses. Ça n'a pas aidé et que c'était, quoi qu'il arrive, elle était inqualifiable. Oui, et puis elle était très soutenue par François Mitterrand quand il l'a nommée, mais François Mitterrand arrivait dans la partie plus sombre de son on était déjà quasiment dans la fin de ses années de pouvoir, et donc elle était dans une situation difficile. Michel Rocard se préparait pour l'Élysée. Enfin, tout n'était pas uniquement lié au machisme. Je note ce qu'a dit Aurore Bergé. Nous sommes trop nombreuses aujourd'hui pour que ce genre de choses puisse... ça veut dire qu'il y a comme une espèce quand même de sororité. Non, mais je pense qu'il y a quel que soit les classes. Continuent à le penser, mais ils s'autorisent moins à le dire. Merci Aurore Bergé, merci beaucoup. Dans quelques instants, on revient évidemment sur la situation en Ukraine.